Salut à tous et bienvenue sur Infoux. Nous allons effectuer la correction du BTS 2020. Exercice 1. En 1, on veut déterminer IC-SAT lorsque le transistor est saturé. Bien, lorsque le transistor est saturé, si on lance notre maille ici, on aura premièrement VA moins RL IC-SAT moins VCE moins VCE SAT qui est égal à 0. Donc, on lance notre maille comme ceci. On obtient cette expression-ci. Bien. Ensuite, on tire. Or, on sait que V de ce SAT est égal à 0 lorsque le transistor est saturé. Donc, ceci implique que VA est donc égal à RLIC IC-SAT. Ceci implique donc que IC-SAT est égal à tout simplement à VA divisé par RL. Bien, en application numérique, on trouve IC-SAT qui est égal à 15 divisé par 300. 15 divisé par 300, IC-SAT est égal à 0,05. La question 2, on veut IB-SAT minimum lorsque le transistor est saturé. Donc, IB-SAT minime lorsque le transistor est saturé sera égal à IC-SAT divisé par bêta. En application numérique, on aura IB-SAT minime qui sera égal à IC-SAT donc à 0,05 divisé par 100. On trouve IB-SAT minime qui est égal à 0,0005 ampères. En question 3, on nous dit lorsque la résistance est dans l'obscurité, premièrement 3,1, donc lorsque la résistance RL est dans l'obscurité, on veut I2, on veut I1 et on veut IB. Premièrement, nous allons déterminer I2. Or, nous savons que en lançant notre maille ici, on aura RL I2 est égal à VBE. Donc, on obtient donc RL I2 est égal à VBE. Ceci implique donc que I2 sera égal à VBE divisé par RL. En application numérique, on aura I2 qui sera égal à 0,7 divisé par 200 000. Donc I2 est égal à 0,0000035 ampères. On détermine ensuite I1. Or, en lançant notre maille à ce niveau-ci, on aura tout simplement VA moins R1 I1 moins VBE qui est égal à 0. Ceci implique donc que I1 sera égal à VA moins VBE divisé par R1. Et en application numérique, on trouve I1 qui sera égal à 15 moins 0,7 divisé par 26 000. D'où I1 est égal à 0,00055 ampères. Bien, il nous reste à déterminer IB. Or, nous savons que I1, tel que nous sommes ici en train de voir sur le schéma, I1 arrive à ce niveau-ci, il se divise en I2 et en IB. Donc I1 est égal à I2 plus IB. I1 est égal à IB
plus I2. Donc IB sera égal à I1 plus I2. Bien, en application numérique, donc, ceci signifie que IB sera égal à 0,00055 moins 0,0000035. Donc, on trouve IB qui est égal à 0,00054 ampères. La question 3.2, on veut montrer que la lampe s'allume. Bien, pour montrer que la lampe s'allume, on sait que IC est égal à bêta IB. Bien, ceci implique donc que IC sera égal à bêta à 100 multiplié par 0,00054. Donc IC est égal à 0,054 ampères. Bien. Or, on constate que on nous a dit ici que le relais enclenche pour I égale à ceci et déclenche pour I est égal à 0,02. Or, on constate tout simplement que IC est supérieur à I qui permet l'enclenchement du relais. Vu que voici le I qui va permettre l'enclenchement du relais ici. Donc, or, IC est supérieur à I. Donc, par conséquent, le relais va enclencher, donc la lampe va s'allumer. Donc, ça c'était la justificative. En question 4. Maintenant, on nous dit lorsque la photorésistance est dans l'obscurité. Donc, lorsque RL est dans l'obscurité. Donc, pour RL dans l'obscurité, ceci signifie que R2 n'est plus égal à ceci. Bien. En question 4.1, on nous demande donc IB', donc la nouvelle valeur de IB lorsque le relais va déclencher. Bien, or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I' serait égal à IC, qui sera égal à 0,02 ampères lorsque il sera tout simplement lorsque IC' donc sera égal à IC. Bien, ceci signifie que IC' sera égal à bêta IB'. Ceci implique donc que IB' sera égal à IC divisé par bêta. Et en application numérique, on trouve 0,02 divisé par 100. Donc, on trouve donc IB' est égal à 0,0002 ampères. En question 4.2, on nous demande la nouvelle valeur de I2'. Or, on sait que I1 sera toujours égal à IB' dans la nouvelle valeur de IB plus I2'. Ceci implique donc que I2' sera égal à I1' moins IB'. En application numérique, I2' sera égal à 0,00055 moins 0,0002. Donc I2' sera égal à 0,00035 ampères. Bien, on passe à l'exercice 2. On nous a, en question 1, on nous a donné les paramètres G et Rho. Et on nous demande d'expliquer ce que ces paramètres représentent. Bien, premièrement, le paramètre G. Il s'agit de la transconductance. Il s'exprime tout simplement en milliampères par volt. Et son expression est IDS divisé par V de GSE à V de DS est égal à 0. Le deuxième paramètre O est l'admittance du drain. Donc c'est l'admittance du drain. L'admittance du drain qui s'exprime en milliampères par volt. Bien.
son expression est I de ds divisé par V de ds à V de gs est égal à 0. Bien, en question 2, on veut le schéma en régime dynamique. Bien, pour effectuer le schéma en régime dynamique, on va court-circuiter les sources de courant continu ainsi que les condensateurs. Bien, donc le premier schéma sera celui-ci, R1, comme ceci. On aura ici VG. Ici, on aura R2. Ici, on aura RS. Ici, on aura V, VS. Ici, on a S. Ici, on a D. Ici, on a G. On a court-circuité également à ce niveau. Bien, donc, on va d'abord commencer par modéliser le transistor à effet de champ VGS. Et là, on a sa source de courant GM V de GS. Et il faut noter que ce GM-ci, c'est encore lui qu'on a appelé ici G. Donc, il s'agit GM, c'est la transconductance. À côté de ça, on va mettre sa résistance, la résistance RDS. Et on va appeler le point C le point D, appeler celui-ci le point S. Celui-ci le point S, c'est S qui continue là. Appelez celui-ci le point G. Appelez celui-ci le point G. Bien, il faut noter que ici en G, le courant IG est égal à 0. Donc, voici notre point G à ce niveau. Bien, étant ici, donc, on voit que c'est la borne D qui arrive ici. Elle se propage comme ceci. Elle se propage, elle se propage, elle se propage. La borne S reste là, la borne G se propage jusqu'ici et reste là. Bien. Premièrement, on va d'abord quitter de G à D. Donc, de G à D, on voit R1. Donc, de G à D, on voit, voici D ici. On peut tirer D comme ceci. De G à D, on voit R1. On modélise la résistance R1 là. On vient ici, on achève. De G à D encore, on voit la résistance R2. On modélise cette résistance ici comme ceci, on l'appelle R2. On vient là, on achève. De G à D, on voit également VG avec le courant qui part, à G. Donc, on voit comme ceci avec le courant qui part à G, IE. Donc, on appelle ça VG. Bien, à ce niveau-ci, on achève également cette partie-ci. Il nous reste ceci, de S à D, on voit RS. Donc, de S à D, on voit RS. Et la tension va, la flèche va à S. Donc, la flèche de la tension est en train d'aller à S. Donc, on va noter ici VS. Bien, on va tirer cette borne ici comme ceci. En tirant ça comme ceci, le point D, on va nommer premièrement ce point-ci, le point D. Donc, le point D, c'est maintenant lui ici. On va nommer ce point-ci le point G par conséquent. Donc, on va reprendre tout simplement ces éléments-ci. On a dit de D à G, on voit VG orienté vers le sens de G. Ensuite, on voit R1 parallèle à R2. On produit la résistance R1 parallèle à R2. R2 là. Ensuite, on tire le point D que voici, on a tiré. C'est ça ici. En fait, lorsqu'on a tiré donc juste en dessous, donc à ce niveau-ci, on a dorénavant le point S. Par conséquent, voici le point G qui s'arrête ici. Or, de G à S, on voit V de GS. Donc, on va mettre V de GS comme ceci. On va l'appeler V de GS. Cette tension, c'est bien. Ensuite, on voit de D à S, cette source-ci. Donc, on tire comme ceci. De D à S. On met GM, V de GS. C'est le point D. Ensuite, on met la résistance
R de DS. Ensuite, on met l'autre résistance, la résistance RS, et on met la source de tension VS. Bien, à ce niveau-ci, on peut donc retourner le schéma comme ceci. En retournant, on obtient le schéma final que voici. Donc, on va obtenir, ici on aura VG, ici on aura R1, ici on aura R2, comme ceci. On aura V de GS, là on aura GM, V de GS, à ce niveau on aura R de DS là, ici on aura RS, et enfin la tension VS. Bien, la première question, en question 3, on veut l'amplification en tension, on veut la résistance d'entrée, on veut également la résistance de sortie. Premièrement, on va déterminer l'amplification en tension. Or, on sait que l'amplification en tension, son expression, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Or, premièrement, que vaut VS en fonction de V de GS. Or, on revient ici sur notre schéma. Sur notre schéma, on voit que ces deux résistances ici sont, on voit que ce courant-ci est généré comme ceci. Donc, ces deux résistances VS et la tension au borne de ces deux résistances en parallèle. Donc VS sera égal à ces deux résistances en parallèle multipliées par ce courant-ci. Donc on trouve VS qui est égal à ρ parallèle à RS multiplié par GM V de GS, où ρ ici représente tout simplement représente 1 sur RDS. Donc on a l'expression de VS. Maintenant, on veut l'expression de VE en fonction de V de GS. Bien, on vient ici, on voit la IE, on vient ici et on va lancer notre maille comme ceci. En lançant notre maille comme ceci, on voit VG, on voit VGS avec VS. Donc, VG sera égal à VGS plus VS. Donc, on voit là VE moins VS moins VGS qui est égal à 0. Ceci implique donc que VE sera égal à VS plus V de GS. Bien, or, on sait que VS est égal à ρ parallèle à RS multiplié par GM V de GS. Donc, on obtient VE qui est égal à VS à toute cette expression à ρ parallèle à RS multiplié par GM V de GS plus V de GS. On peut mettre les V de GS en facteur. On obtient VE est égal à V de GS facteur de ρ parallèle à RS, le tout multiplié par GM plus 1. Voici l'expression de VE. Par conséquent, on peut trouver AV qui est égal à VS sur VE. Or, VS, voici l'expression de VS ici. On transporte cette expression, ça fait ρ parallèle à RS multiplié par GM V de GS sur cette expression-ci, sur ρ parallèle à RS GM plus 1, le tout multiplié par V de GS. On simplifie les V de GS, on obtient enfin AV est égal à ρ parallèle à RS, le tout multiplié par GM sur ρ parallèle à RS multiplié par GM plus 1. Donc, on a l'expression de l'amplification en tension. Maintenant, on veut déterminer RE, la résistance d'entrée. Or, RE c'est VE sur IE à IS est égal à 0. Or, on a l'expression de VE. On vient ici pour déterminer l'expression de VE.
on voit VE. Voici la tension VE ici. VE est égal à VG. Bien, VE va mettre ces deux résistances-ci en parallèle. Donc, VE met ces deux résistances-ci en parallèle multipliées par le courant IE. Donc, VE sera égal à ces deux résistances-ci en parallèle multipliées par IE. Donc, on obtient VE est égal tout simplement à R1 parallèle à R2, le tout multiplié par IE. Or, par conséquent, on trouve donc VE, si je renvoie celui-ci ici, VE sur IE est égal à R1 parallèle à R2. Or, cette expression-ci, c'est l'expression de RE, d'où R1 qui est égal à VE sur IE est égal à R1 parallèle R2. Maintenant, on va déterminer l'expression de RS. Or, on sait que RS, c'est VS sur IS. VS sur IS à IE est égal à 0. Donc, on vient ici, on considère donc que IE est égal à 0. Quand IE est égal à 0, or, voici IS ici, on constate que IS va venir comme ceci et va se diviser en deux. Donc, ce courant-ci vient comme ceci. On peut appeler, donc voici un courant ici et voici un autre. Si on appelle ça I1, on peut appeler ceci I2. Donc, IS en fait est égal à I1 plus I2. Mais ce courant qui revient comme ceci là, on va faire plutôt moins GM V de G, V de GS. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I1, ce courant-ci sera égal à VS, donc puisque la tension VS s'applique à ces bornes, à VS divisé tout simplement par ρ. Et on sait également que I2 sera égal à VS divisé par AVS, donc I2 sera égal à cette tension-ci divisé par la résistance RRS. Or, on a dit que IE est égal à 0. Or, on sait que VE est égal VE. On sait que VG est égal à VE. Ceci signifie que si IE est égal à 0, on a l'expression de VE. Si IE est égal à 0, ceci signifie que VE sera égal à 0. Or, comme VE est égal à VG, ceci signifie que VG est égal à 0. Or, on sait que quand une source de tension est égale à 0, elle est en fait considérée comme un court-circuit. Donc, on va considérer qu'il y a un court-circuit ici. Par conséquent, ces deux résistances n'existent plus, puisqu'elles seront court-circuitées. Et on va lancer notre maille comme ceci. En lançant cette maille, on obtient donc V de GS. Cette maille qui part comme ceci, on obtient V de GS plus VS qui est égal à 0. Ceci implique donc que VS est tout simplement égal à moins V de GS. Bien, en remplaçant cette expression-ci, on obtient finalement IS qui est égal à I1, que voici donc à VS sur ρ, plus I2 que voici à VS sur RS, moins GM V de GS. En factorisant VS, on obtient VS facteur à 1 sur ρ plus 1 sur RS moins ici GM V de GS. Or, comme on sait que VS est égal à moins V de GS, on obtient donc ici moins V de GS, donc facteur à 1 sur ρ plus 1 sur RS, comme ceci, qu'on factorise là et qu'on fait moins GM V de GS. Bien, à ce niveau-ci, donc, on peut venir ici et le mettre en facteur. Donc, on peut mettre les V de GS en facteur. On obtient moins V de GS facteur à 1 sur ρ plus 1 sur RS, donc plus GM, comme ceci. Or, comme on sait que là, ça nous fait IS est égal à ceci. Or, comme on sait qu'on veut V de GS, on veut VS sur IS, donc on va remplacer moins VS par VS. On obtient IS, donc IS est égal à VS facteur à 1 sur ρ plus 1 sur RS plus G plus GM. Donc, en définitive, ici, on va donc obtenir IS. On a obtenu IS donc qui était égal
IS qui était égal donc à VS facteur à 1 sur RES plus 1 sur Rho plus GM. Bien, ceci signifie quand je vais renvoyer VS ici, ça va faire IS sur VS sera égal tout simplement à 1 sur RES plus 1 sur Rho plus GM. En inversant ceci, on obtient VS sur IS est égal à 1 sur toute cette expression-ci, à 1 sur RES plus 1 sur Rho plus GM. Donc, voici en fait l'expression de RES, la résistance de sortie. Bien, on passe à l'exercice 3. Question 1, on nous demande la condition, en question 1, on nous demande la condition que VE doit remplir pour que la diode Zener joue son rôle. VE doit être supérieur à V Zener, ou encore VE doit être supérieur à V facteur à 1 plus R0 divisé par R. Ces deux expressions sont valables. Dans ce cas-ci, R représente la résistance équivalente de tout ce circuit-ci. Bien, vu qu'on a déjà donné V Zener, on n'aura plus besoin de cette expression-ci, mais il faut savoir que ces deux expressions sont valables. Et il y a les cas qu'on n'a pas donné V Zener. Dans cet autre cas-là, voici la condition que vous devriez utiliser. Bien, en question 2, on nous donne VE qui est égal à 4 volts. Et on nous demande VS. Or, on sait que là, on peut fonctionner en fonctionnement linéaire. En fonctionnement linéaire, E plus est égal à E moins. Ceci signifie, or, E plus étant égal à V, ceci signifie que V est égal à E moins. E moins, c'est cette tension-ci qui s'applique au bord de R1. On peut appliquer le diviseur de tension par rapport à VS. Donc, ça va faire VS multiplié par R1 sur R1 plus R2. Par conséquent, en tirant, on va obtenir VS donc qui sera égal à R1 plus R2 divisé par R1, le tout multiplié par V. Ou si vous voulez, VS est encore égal à facteur de 1 plus R2 sur R1 multiplié par V. Or, on sait que R2 est égal à R1. Donc, ceci signifie que les deux ici se simplifient et on retrouve V de S qui est égal à 1 plus 1, ça fait 2 multiplié par V. Donc, voici l'expression de VS. Or, que vaut donc V? Que vaut donc l'expression de V? Or, nous savons que en lançant notre maille ici, donc de VE comme ceci, ça c'est R0, en lançant notre maille comme ceci, nous allons obtenir VE moins R0, I moins V est égal à 0. Ceci signifie donc que V sera égal à VE moins R0 multiplié par I. Or, nous savons que le I ici, ce courant I, il arrive ici, se divise en deux. Donc, il part dans I plus et I de I Zener. Donc, I, l'expression I est égale à I Zener plus I plus. Or, nous savons que quand l'AOP fonctionne en fonctionnement linéaire, I plus sera égal à I moins qui sera égal à 0. Par conséquent, on trouve I est égal à I Zener. Bien, ceci signifie donc que V est égal à VE moins R0 multiplié par I Zener. Or, on sait que on avait vu l'expression, on sait que la diode Zener va stabiliser lorsque VE sera supérieur à V Zener. Or, V donc qui est égal à VE moins R0 I Zener. Or, on a vu qu'il y avait stabilisation lorsque VE était supérieur à V Zener. Or, dans ce cas-ci, VE est égal à 4 et V Zener 5. Donc, il n'y a pas de stabilisation. Or, quand il n'y a pas de stabilisation, I Zener est égal à 0. Donc, ceci signifie en outre que V qui était égal à VE moins R0, I Zener étant maintenant égal à 0, ceci signifie que V devient égal à VE. Par conséquent, on trouve l'expression de VS qui était égal à 2V, VS devient maintenant égal à 2VE. Or, avec VE qui est égal
à 4 volts. On trouve V donc qui est égal, on trouve VS par conséquent qui est égal à 8 volts. Donc ça c'était pour la question 2. En question 3, on dit en admettant que la diode Zener puisse être représentée par son modèle équivalent, donc en figure B, que voici. Ceci signifie tout simplement que la diode Zener est en train de stabiliser. Bon, si on admet que la diode Zener stabilise, on veut l'expression de VSE en fonction de VE et de V Zener. Bien, on revient ici, on dit E plus E est égal à E moins. Par conséquent, en appliquant ça, on vient ici à E plus, on voit cette à E plus comme ceci. Donc, on va remplacer la diode Zener par ces éléments. Il s'agit de petit r, il s'agit de la tension Zener. Donc, on a R Zener là et on a V Zener ici. Par conséquent, quand on arrive à ce point ici, on voit V Zener divisé par R Zener, plus quand on part comme ceci, on voit VE divisé par R0, le tout sur R Zener plus 1 sur R0 qui sera égal à moins, donc à E moins. Or, E moins c'est le diviseur de tension, donc à VS multiplié par R1 sur R1 plus R2. Par conséquent, toute cette expression devient VZ multiplié par R0 plus VE R Zener divisé par R0 plus R Zener qui est donc égal à R1 divisé par R1 plus R2 multiplié par V Zener. Bien, ici on peut trouver VS en basculant ceci et en le divisant par ceci. On trouve R1 plus R2 divisé par R1 multiplié par V Zener multiplié par R0 plus VE multiplié par R Zener divisé par R Zener plus RO. Cette expression-ci devient VSE, donc on peut simplifier ici, ça devient 1 plus R2 sur R1 comme ceci, le tout multiplié par V Zener multiplié par R0 plus VE multiplié par R Zener divisé par R Zener plus RO. Donc, on a notre expression de VSE. Bien, la question, on peut, R2 étant égal à R1, on peut les simplifier. Si on les simplifie, on trouve VS qui est égal donc à 2 multiplié par V Zener multiplié par RO plus VE multiplié par R Zener divisé par R Zener plus RO. Bien, en question 4, pour une valeur donc de VE valant donc pour VE appartenant donc à VE mini, donc lorsque la valeur de VE est comprise entre VE mini qui est égal à 13 volts et VE maxi qui est égal à 15 volts, on nous demande de déterminer les valeurs de VS. Bien, premièrement, pour VE qui est égal à VE mini qui est égal à 13 volts, la première, on va déterminer VS en utilisant tout ceci. Donc, en utilisant ceci, ça fait 2. Donc, tout ceci est égal à 2. Ça va faire 2 multiplié par V Zener qui est 5 multiplié par R0 plus 13 multiplié par 10. Le tout divisé par 10 000 plus 10. On trouve VS donc mini qui sera égal à 10,015 volts. On va également faire la même chose pour VE qui est égal maintenant à VE maxi qui est égal à 15 volts. Nous allons déterminer VS qui sera égal à 2 multiplié par 5 multiplié par 10 000 plus 15 multiplié par 10, le tout divisé par tout ceci. Donc on obtient VS maxi, donc VS maxi qui est égal à 10,019 volts. Vous pouvez constater que voilà pourquoi on dit que la diode Zener stabilise. VS mini est sensiblement égal à VS maxi, donc c'est comme s'il n'y avait même pas eu de variation.
Bien, la question suivante, on nous demande de justifier. Donc, on nous demande là de justifier que Vs est sensiblement égal à 1 plus R2 sur R1 V zénère. Or, nous savons que l'expression de Vs que nous avons d'abord déterminée était égale à R1 plus R2 divisé par R1, le tout multiplié par V zénère multiplié par R0 plus VE multiplié par R zénère divisé par R zénère plus R0. Or, nous savons que R zénère est très inférieur devant R0. Pourquoi? Parce que R zénère est égal à 10 ohms. Or, R0 est égal à 10 000 ohms. Donc, on a le droit d'écrire que R zénère est très inférieur devant R0. Ceci aura donc pour conséquence donc, de dire donc que R zénère plus R0 donc sera sensiblement égal à R0. Par conséquent, on revient donc dans cette expression-ci. Vs donc, on peut donc dire que Vs est sensiblement égal à 1 plus R2 divisé par R1 facteur à V zénère multiplié par R0 plus VE multiplié par R zénère divisé par R0. Bien, à ce niveau-ci donc, on va casser la barre ici, donc on va donc dire Vs est sensiblement encore égal à 1 sur R2 ici, sur R1, le tout multiplié par V zénère multiplié par R0 divisé par R0, plus VE R zénère, le tout divisé par R0. Or, donc les R0 vont se simplifier. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que R zénère est très inférieur devant R0. Ceci implique donc que si on a R zénère sur R0, ceci sera sensiblement égal à 0. Par conséquent, Vs, autant pour moi, Vs est encore sensiblement égal à 1 plus R0 divisé par R1, le tout multiplié par V zénère plus ceci, on a vu que toute cette expression-ci, R zénère sur R0 donnait tout simplement sensiblement égal à 0. Ça va faire VE multiplié par 0 qui va faire VE0. Donc, par conséquent, on reste avec V zénère qui est sensiblement égal à 1 plus R0 sur R1, le tout multiplié par V zénère. Donc, on a démontré. En question 5, donc, on nous demande d'exprimer l'expression de ISE en fonction de R1, de R2 et de RC. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que IS est égal à I2 plus IC. Donc, à I2 plus IC. Bien. Quand on a cette expression-ci, or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que I2, bien, on va prendre notre schéma histoire de bien voir. Donc, on est ici, on veut IS. Or, IS, on est ici, donc on veut IS. IS, c'est IC plus I2. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait tout simplement que I2, que voici, I2 arrive ici et normalement il doit se diviser en deux. Une partie doit entrer dans R1 et une autre partie va aller à I-. Or, on sait que I- est égal à I plus lorsque le fonctionnement est linéaire et est encore égal à 0. Donc, ce courant-ci est nul. Par conséquent, c'est le même courant I2 qui va circuler dans R1. Par conséquent, si on lance une autre main ici, on va trouver Vs R2 R2 plus R1 multiplié par I2. Ce qui dit donc R2 donc sera égal tout simplement à Vs divisé par R1 plus R2 et IC. Or, IC c'est tout simplement le courant au niveau de RC. Donc, IC sera égal à Vs divisé par RC. Donc, par conséquent, on trouve ISE qui sera égal à Vs divisé par R1 plus R2 plus Vs encore divisé par RC. Bien, à ce niveau-ci, donc, on peut factoriser les Vs et on trouve Vs facteur de 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur RC. Donc, par conséquent, on trouve donc l'expression de ISE. Bien, la question 6. En question 6, donc,
En question 6, on nous demande, on nous dit pour Vs sensiblement égal à 1 plus R2 sur R1, le tout multiplié par Vs. On veut déterminer Is en fonction de R1, de R2, de RC et de Vzn. Or, on avait l'expression de Is ici, donc on remplace tout simplement Vs à l'intérieur. On trouve Is donc qui est égal à Vs, on le remplace par son expression à facteur de 1 plus R2 sur R1, le tout multiplié par 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur RC, le tout multiplié par Vzn. Donc, on a exprimé l'expression de Is en question 7 donc. En question 7, on veut déterminer la relation que doit vérifier RC pour qu'il n'y ait pas de saturation du courant de sortie. Donc, pour que IS donc, soit inférieur à IS max. Donc, par conséquent, on a l'expression de IS, voici l'expression de IS. On recopie l'expression de IS, ça va faire 1 plus R2 divisé par R1, le tout multiplié par 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur RC Vz qui est l'expression de Is qui doit être inférieure à IS maxi. Par conséquent, donc, on sait que tout ceci R2 sur R1 se simplifie, ça va faire 2 ici. Donc, on trouve 2 multiplié par Vzn facteur à 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur RC inférieur à IS maxi. Donc, ceci implique donc que 1 sur RC, ceci implique que 1 sur RC sera inférieur à IS maxi divisé par 2 Vzn moins 1 sur R1 plus R2. D'où 1 sur RC sera tout simplement inférieur à ça fois ça. Donc ça va faire R2 plus R1 le tout multiplié par IS maxi moins ça fois ça moins 2 Vznr divisé par ça fois ça, donc divisé par 2 Vznr facteur à R1 plus R2. Donc en inversant ceci, ici pour trouver l'expression de RC, le signe va changer. Donc ça va faire RC qui sera maintenant supérieur à 2 Vznr facteur à R1 plus R2, le tout divisé par R1 plus R2 et S maxi moins 2 Vznr. Or, nous savons que R2 est égal à R1. Ceci donc implique que RC donc sera donc supérieur. RC donc sera supérieur à, donc ça va faire 2 fois ici. Donc sera supérieur à 2 fois. Non, 2 fois ici fois 2, ça va faire 4. Donc à 4 R1 Vznr. Ici 2 fois R1 multiplié par IS maxi moins 2 Vznr. On peut simplifier 2 une fois ici. Ça fait RC sera supérieur à 2 R1 Vznr, le tout divisé par R1 IS maxi moins Vz2. Bien, on a l'expression ci finalement. Et en application numérique, on trouve RC donc qui sera supérieur à 2 multiplié par 5 multiplié par 1000 divisé par 1000 multiplié par 0,025 moins 5. Donc on trouve RC qui doit être supérieur à 500 ohms pour que le courant à la sortie n'atteigne pas tout simplement le courant de exercice 4. Donc, en 1, on nous dit pour I de NT ouvert. Donc, pour l'interrupteur ouvert, en 1.1, on nous demande de déterminer la fonction de transfert en chaîne directe. Donc, la fonction de transfert de la chaîne directe qui est égale à A
de V2 sur V1. Bien, on sait que là, P entier fonctionnait en fonctionnement linéaire. Ceci signifie que E plus sera égal à E moins. Par conséquent, E plus qui est égal à VT, donc on obtient VT est égal à E moins. E moins ici, on va appliquer le diviseur de tension. Ça va faire V2 multiplié par R1 divisé par R1 plus R2. Par conséquent, on obtient V1. On va basculer V2 comme si V1 sur V2 qui est égal à R1, le tout divisé par R1 plus R2. Bien, à ce niveau-ci, donc, on va inverser. En inversant pour obtenir V2 sur V1, on inverse aussi cette expression-ci. Ça fait R1 plus R2 divisé par R1. Donc, voici l'expression de A. Ou encore, si vous voulez, on peut simplifier ici. Ça fait V2 sur V1 qui est égal à 1 plus R2 sur R1. C'est la même chose en fait. À la question 1,2, on veut la fonction de transfert de la chaîne de retour. Donc, on veut B qui est égal à V3 divisé par V2. À V3 divisé par V2. Or, on va exprimer V3. Or, V3 ici, tel qu'on est en train de voir, est tout simplement, V3 est tout simplement, on peut déterminer V3 en utilisant le diviseur de tension. En utilisant ce diviseur de tension, on obtient V3 qui sera égal à la grande racine à V2 facteur à 1, à V2 facteur à 1 divisé par la résistance équivalente à ce niveau-ci. Il s'agit de 1 sur les admittances. Or, l'admittance de R, c'est 1 sur R, plus l'admittance du condensateur, c'est J de C oméga, plus l'admittance de l'inductance, donc plus 1 sur J de L oméga, bien divisé par la somme des résistances. Or, la somme des résistances, il s'agit de R plus toutes ces résistances équivalentes. Donc, ça fait R plus 1, le tout divisé par 1 sur R plus J de C oméga plus 1 sur J de L oméga, comme ceci. Ensuite, on obtient par la suite V3 sur V2 qui sera égal à 1, le tout divisé par 1 sur R plus J de C oméga moins 1 sur L oméga multiplié par 1 sur R plus J de entre parenthèses C oméga moins 1 sur L oméga, comme ceci, le tout divisé par R multiplié par 1 sur R plus J de C oméga moins 1 sur L oméga plus 1, comme ceci. Les deux expressions si se simplifient. On reste donc avec 1 sur 1 plus J de R facteur à C oméga moins 1 sur L oméga, comme ceci, qui devient encore 1 sur 2 ici, plus J de R, ça fait ça fois ça. On obtient C de L oméga, le tout au carré, ça fois ça. Ça fois ça, on obtient 1, donc ça va faire moins 1 sur L oméga. Bien, ici c'est sur 1, on va obtenir 1, donc ça fois ça, donc on va obtenir 1 sur 1 ici multiplié par l'inverse de tout ceci, ça fait ça fois ça, ça fait l'inverse de tout ceci, ça fait L oméga, donc divisé tout simplement par 2 L oméga plus J de R facteur à L de C oméga au carré moins 1, comme ceci. Bien, quand on a obtenu cette expression-ci, on peut donc dire que B en définitive est égal à qui est égal à V3 sur V2 est égal à L oméga, le tout divisé par 2 L oméga plus J de R facteur à LC oméga moins 1, comme ceci. On encadre notre formule. Bien, en 2, donc, on dit pour l'interrupteur I de NT, cette fois-ci fermé. En question 2.1, on nous dit la valeur, on veut la valeur entre R1
et R2 pour que ce montage oscille. Donc en fait on veut la relation entre R1 et R2 pour que le montage oscille. Or qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsque le montage oscille, la fonction A multipliée par la fonction B est égale à 1. Or, on connaît la fonction A. On avait son expression, on a déterminé son expression qui est égale à 1 sur R2 sur R1 multiplié par la fonction B qu'on vient de déterminer à L oméga divisé par 2 L oméga plus J de R facteur à LC oméga comme ceci. LC oméga qu'on va faire LC oméga au carré moins 1 qui est égal à 1 comme ceci. Donc à ce niveau-ci, donc on va basculer ceci ici. On va obtenir 1 plus R2 sur R1 L oméga qui sera égal à 2 L oméga plus J de R facteur à LC oméga le tout au carré moins 1. Tout ceci, toute cette expression-ci. Or, on a cette expression-ci qui est un réel qui est égal à ceci. Donc, un réel ne peut être qu'égal à un réel. Par conséquent, tout cet imaginaire-ci est égal à 0. On obtient donc toute cette expression-ci égale à ceci. Donc, à 1 plus R2 sur R1 L oméga comme ceci, qui sera égal à 2 L oméga comme ceci. Les L oméga vont se simplifier et on va obtenir aussi tout cet imaginaire ici qui est nul dans à JR facteur à LC oméga le tout au carré moins 1 qui sera égal à 0. Par conséquent, on va encore obtenir ici donc cette expression-ci nous donne 1 plus R2 donc sur R1 qui sera égal ici à 2 et ici on obtiendra donc L de C oméga au carré moins 1 qui sera égal à 0 plus celui-ci aura traversé. On obtiendra ici le 1 qui va venir ici, donc ça va faire 2 moins 1, donc on obtiendra R2 sur R1 qui sera égal à 1 et L de C oméga, comme ça c'est la fréquence de coupure, la pulsation de coupure on va l'appeler oméga 0, donc qui sera égal ici à 1. Par conséquent, donc, on aura déterminé l'expression de R2, donc il faut que R2 soit égal à R1, bien, pour que le circuit oscille. Donc maintenant la question suivante en 2.2, on nous dit de déterminer l'expression de la fréquence de coupure. Or, on voit ici que oméga 0 sera égal à 1 sur LC. Oméga 0 au carré, par conséquent, oméga 0 sera égal à 1 sur racine de LC. Donc, la fréquence, l'expression de la fréquence de coupure dans F0 pour que le circuit oscille. Or, on sait que oméga 0 est égal à 2 pi F0. Or, oméga 0 qui est encore égal à 1 sur racine de LC. Ceci signifie donc que la fréquence de coupure F0 doit être égale à 1 sur, divisé par ceci à 2 pi racine de LC. Donc, on a l'expression de la fréquence de coupure. En question 2.3, donc, on nous demande d'effectuer l'application numérique. Donc, on utilise la courbe que voici, donc elle est ici en milli-henry, comme ceci, avec x ici en millimètres, comme ceci. On nous donne le point 6 que voici, le point 5 que voici, le point 4 que voici. On nous dit donc que le point 6 c'est en 0,1, le point 5 que voici tombe ici à 0,2 et le point 4 tombe ici à 0,4. On nous dit en question A, que vaut L pour ces valeurs-ci. Donc pour x1 est égal à 0,1 millimètre, L vaut combien? On vient ici 0,1, on voit L qui vaut 6 milli-henry. Ensuite, pour x2 est égal à 0,2 millimètre, on nous demande l'expression de L. On vient ici 0,2, ceci donne 5 milli-henry. Ensuite, en 3, pour x3, on nous dit pour 0,4 millimètre, que vaut l'expression de L? On vient ici 0,4 et on voit 4 milli-henry. En question B donc,
On nous dit pour les trois valeurs de x, on nous a donné C qui est égal à 4 nanofarad. On nous demande de déterminer F0 dans la fréquence de coupure. Bien, pour la première valeur, pour x1, bien, pour x1, on avait obtenu L qui était égal à 6 millihenry. On avait obtenu C qui était égal à 4 nanofarad. Or, on sait très bien que l'expression de F0, c'est 1 sur 2 pi divisé par LC, par racine carrée de LC. Par conséquent, on trouve F0 qui est égal à 1 divisé par 2 pi, facteur de 6 multiplié par 4 multiplié par 10 exposant moins 12. Pourquoi moins 12? Parce que milli c'est 10 exposant moins 3 et nano c'est 10 exposant moins 9. Donc 9 plus 3 ça fait 12. Avec le moins ça fait 10 exposant moins 12. On trouve donc F0 qui est égal à 3, 2, 4, 8, 7,36 Hz. Bien, maintenant pour x de 2, qu'est-ce qu'on avait? Pour x de 2, on a déterminé L qui était égal à 5 millihenry et on nous a dit C est égal à 4 nanofarad. Donc, par conséquent, l'expression F0 est égal à 1 sur 2 pi divisé par racine carrée de 4 multiplié par 5 fois 10 exposant moins 12. D'où vous allez obtenir, on va obtenir F0 qui est égal à 3 508,12 Hz. Bien, on encadre d'autres résultats. Ensuite, pour x3, pour L, x3 on a trouvé L était égal à 4 millihenry et C qui est égal à 4 nanofarad. On trouve donc F0 qui est égal à 1 sur 2 pi divisé par 1 sur 2 pi racine carrée de 4 multiplié par 4 fois 10 exposant moins 12. Bien, on trouve donc F0 qui est égal à 3, 9, 7,73 S après application numérique. Bien, on passe à la partie B. Il s'agit premièrement de l'exercice partie B, exercice 5. Pour l'exercice 5, voici, on a essayé de schématiser la consigne. En gros, lorsqu'il y a péage avec S1 actionné, ensuite consommation, si c'est le café, ça veut dire S2 est actionné et EV1 va prendre 1. Ensuite, après qu'il y ait eu consommation, après qu'il y ait eu péage et consommation, H est actionné. Ensuite, même chose quand il y a péage et consommation du T, S3 actionné et V2 et également ensuite il y a H s'allume. Bien, en mettant ça sur la table de vérité, ça c'est la question 1. On aura ici donc péage, on n'a pas de péage, donc ça fait 0, 0, 0. Ici, on a péage avec aucune consommation, ça fait 0. Péage avec la consommation, mais EV1, il faut que ce soit S2 qui soit actionné. Donc là, ce n'est pas S2. Ensuite, on a péage avec S2, donc il prend 1 là. Ensuite, on a interdit, l'étape ci est interdit. Donc, ensuite, c'est la même chose ici. Donc, on va voir ici qu'on a le péage. Donc, ici, on n'a pas de péage, ça fait 0, 0, 0. Ici, on a le péage, mais aucune consommation, ça fait également 0, péage, consommation. Ici, on a le péage avec la consommation. Ici, 0. Également, ici, ça fait 0, 0, 0, 0, 0. On a le péage ici, mais avec aucune consommation, ça fait 0. Ici, on a le péage avec une consommation, ça prend 1. Péage avec une autre consommation, ça prend 1. Et ici, c'est interdit. Bien, on a fini la question 3. En question 3, on nous demande de simplifier l'expression de H algébriquement. Or, l'expression de H, c'est S1, S2, S3. On sort ça ici, S1, S2, S3, plus S1, S2, S3. Ici, il y a la barre là, ici, il y a la barre ici. Simplifier revient à dire H est égal à S1, facteur de S2, S3 bar, plus S2, S3 bar. On se rend compte qu'il s'agit d'une porte ou exclusive. Par conséquent, on met S1 là, S2, plus S3
plus S3 comme ceci. Donc voilà l'expression de HE. Ensuite, on nous demande de réaliser EV1. Donc en question 4, on veut réaliser EV1. Sortons d'abord l'expression de EV1, c'est égal à S1, S2, S3 bar avec les portes NAND à 2 entrées. Donc, avec les portes NAND à 2 entrées, on sait que AB. Or, on sait que en propriété, que pour réaliser AB avec les portes NAND à 2 entrées, voici le schéma équivalent. Donc, on met A et B ici et ça ressort AB. Or, pour réaliser A ou B avec les portes NAND à 2 entrées, c'est comme ceci. On fait comme ceci. Bien, on met encore dans une autre porte là, comme ceci. Et on a réalisé A et A ou B. Bien, pour réaliser ceci, donc on va prendre tout simplement comme ça. On met là S1, là c'est S2. Donc on a pris S1 et S2 là. Ensuite on va mélanger à S3 que voici, mais S3 on a oublié une porte à ce niveau comme ceci, qu'on va encore faire passer dans une porte et ressortir comme ceci. Donc voici EV1. Bien, on passe donc à l'exercice 6. À l'exercice 6, la première question de l'exercice 6 nous demande quel est le nom de la bascule avec laquelle on a représenté ce schéma et donné sa table. Donc son nom, il s'agit de la bascule JK. Ensuite sa table c'est comme ceci, avec ici la mémorisation, ici la remise à 0 à 1, ici la mémorisation inverse comme ceci. Bon, maintenant on nous demande il s'agit de quel type de compteur. Parce que ici là, vous allez constater, voici H ici comme ceci, que tous les entrées d'horloge sont tout simplement réunies entre eux comme ceci. Donc, sont réunies entre eux, par conséquent, il s'agit d'un compteur synchrone. Bien, en question 3, on nous demande quel est le niveau de l'horloge. Il fonctionne sur la durée de niveau O. Donc, l'horloge est en train de fonctionner sur la durée de niveau O. En question 4, on nous demande de tracer ces chronogrammes. Or, pour pouvoir tracer ces chronogrammes, il faut connaître tout simplement le modulo. Il faut connaître le modulo du compteur. Par conséquent, pour déterminer le modulo du compteur, comme on a utilisé 3 bascules, on pouvait se dire donc le maxi que le compteur s'il peut compter, c'est tout simplement 8. Donc ça c'est la valeur maxi que le compteur peut compter, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 7. Mais quand on voit encore les portes à l'intérieur, ceci signifie donc que c'est un compteur à cycle incomplet. Et si c'est un cycle incomplet avec 3 bascules, ça veut dire que la remise à 0 ne peut avoir lieu que après 4, parce que si c'est avant 4, cela signifiait qu'on pouvait utiliser tout simplement 2 bascules. Mais si c'est après 4, donc ça peut être 5, ça peut être 6, comme ça peut être 7, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura remise à 0 entre 5, 6 et 7. Voilà pourquoi on a fait le haussier comme ceci simplement. Le problème maintenant est de savoir il y aura remise à 0 à quel niveau ici. Bien, pour savoir le niveau où il y aura la remise à 0, on va tout simplement analyser. Donc, on va reprendre notre JK ici, notre table ici, plus 1, comme ceci, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ici QN, ici 0, ici 1, ici QN bas. Bien, en question 4, on veut tracer les chronogrammes. Q0, Q1 et Q2. Bien, pour pouvoir tracer les chronogrammes, il faut connaître le modulo du compteur. Or, pour pouvoir déterminer le modulo du compteur, il faut analyser le schéma. Bien, on sait déjà que le schéma a 3 bascules. Par conséquent, c'est un compteur. Dans la norme, ça doit être un compteur modulo 8. Ça ne peut pas aller au-delà. Bien. Sauf que on est en train de voir les portes logiques à l'intérieur là. Ce qui signifie tout simplement que le cycle sera incomplet. Si le cycle est donc incomplet, le cycle ne peut être donc, ça ne peut qu'être soit un modulo 5 ou 6 ou 7. Tout simplement, ça ne peut pas être un modulo de moins 5. Donc, ça ne peut pas être un modulo 4 ou 3 ou 2 ou 1 ou 0. Tout simplement parce que si c'est un modulo 4, cela signifie qu'on pouvait utiliser 2 bascules. Or, comme ici on a 3, forcément c'est entre 5, 6 et 7. Donc
Voilà pourquoi on va premièrement essayer d'analyser le schéma. À 1, 0, 1, on va essayer de voir la sortie. Donc, on va d'abord commencer avec 1, 0. On vient ici, on met 1, on vient ici, on met 0. Ici, on met 0. 0 arrive ici. Il descend comme ceci, ça fait 0 là. Ici, 1 arrive comme ceci. Donc, on obtient ici 1 finalement avec 0. Donc, J1, K1, c'est 0, 1. Donc, on vient ici dans J1, K1. Bien, on met 0, 1 là. 0, 1. Ensuite, on vient ici là. On voit 0 qui descend comme ceci. 0 vient ici, donc forcément 0 sort ici. Donc, J2, K2, 0, 0. J2 que voici, K2, ça prend 0, 0. Ensuite, on veut déterminer, bon, ici, il prend déjà 1, K0 prend 1 parce que V de CC est déjà à 1, parce qu'il est déjà à V de CC. Ensuite, on est ici, donc on a une porte où là, si c'est 0 ici, forcément c'est 1 ici. Donc la porte où, même si c'est 0 ici, ce sera toujours 1 ici. Puis on a déjà 1 là. Donc 1, 1, J0, K0, 1, 1, J0, K0, 1, 1. On met comme ceci. Ensuite, on vient ici, J0, K0, leur sortie qui est Q de 0, quand ils sont à 1, 1 va prendre QN bar. Donc la mémorisation inverse, comme ici il était à 0, ici donc il va passer ici à 1 comme ceci. Ensuite J1K1 0, 1, 0, 1, on voit QN plus 1 qui va prendre 0. Donc ici à Q1 on va mettre ici 0. Ensuite 0, 0, J2K 0, 0, 0. On voit aussi la mémorisation. Donc on cherche J2, K2, on voit 0, 0, donc mémorisation, il était d'abord à 1, il reste à 1. Donc vous voyez que 5 n'a pas changé. Ensuite, on veut continuer, donc on va effacer ici, on remonte ici, on efface comme ceci. On efface tout comme ceci. Après avoir effacé, on va prendre également 1, 0, 1. Donc, on va mettre ici 1, ici 0 et ici 1. Bien. 1 arrivé ici. 1 vient comme ceci. Donc, on a 1. Donc, J1, K1 vont prendre 1, 1. Donc, J1, K1, 1, 1. Ensuite, on a à ce niveau-ci, 0 arrive ici. Donc, 0 va sortir comme ceci. 0. Donc, J2, K2, 0, 0. On est là. J2, 0, K2, 0 également. Donc J2, K2, 0, 0. Ensuite, on est ici. J0, si ça c'est 0 là, c'est 1. Donc J2, 0 va prendre 1. Ça fait 1, 1 là. Donc on est ici. 1, 1. Bien, de là, on voit J0, K0, 1, 1, ça fait mémorisation inverse. Donc, comme il était à 1, maintenant, il passe à 0. Ensuite, on voit J1, K1, 1, 1, mémorisation inverse. Comme il était à 0, il passe à 1, comme ceci. Ensuite, on voit ici 0, 0. Donc, 0, 0, mémorisation. Donc, comme Q2 était à 1, il reste à 1 ici. Donc, l'étape n'a pas changé jusqu'ici. Maintenant, on veut voir, forcément, c'est cette étape-ci qui va changer. Donc, on prend 1, 1, 0. Mais tout d'abord, on efface les éléments qu'on avait d'abord renseignés. On les efface comme ceci. Ensuite, donc, on va mettre 1, 1, 0. Donc, on va commencer ici par 1, ici 1 et ici 0. 0 va arriver là, 0 va descendre comme ceci, 1 va venir comme ceci. Donc, on a ici 0, 1. Donc, J1K1, 0, 1. Donc, ça fait là 0, 1. Ensuite, on a 1 qui est arrivé ici. On a 0 qui vient comme ci. Donc, ça va faire 0 vu que c'est une porte E. Ensuite, on a 1 qui descend comme ci. Donc, 0, 1. On vient là, on cherche, on met 0, 1. Ensuite, on veut faire l'autre étape-ci. Donc, on prend ici, si ça c'est 1, forcément ça c'est 0. 0 en train d'arriver là. L'autre borne, si ça c'est 1, ça c'est 0. Donc, il prend encore également 0. 0 ou 0, ça sort 0. Donc, on a 0. Et comme il y avait si c'est ici, ça fait 1. Donc, on a également 0 ici et 1 ici. Or, on sait que quand on a 0, 1, c'est 0. Donc, vous voyez, on a 0, 1. À J0, K0, donc ça va ressortir ici 0 au lieu de 1. Ensuite ici 0, 1, J1, K1, donc ça va ressortir ici 0 au lieu de 1. Ensuite J2, K2, ça va 0, 1, ça va ressortir également 0 au lieu de 1. Donc vous voyez bien que
ça compte de 0 jusqu'à 6. Donc on va dire que c'est un compteur modulo 7 parce que c'est un compteur modulo 7 parce qu'il va compter de 0 jusqu'à 6. Par conséquent, on va venir ici dire que le comptage ici là va aller de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ici. On a dit il va compter de 0 jusqu'à 7. Donc on met 5 ici, on met 6 ici, 6 ici. Il va compter de 0 jusqu'à 6, autant pour moi. Donc 6 ici, après 6, qu'est-ce qu'il fait? Après 6, il reprend à 0. Donc on va un peu essayer de continuer ici comme ceci, de repousser un peu ici, de repousser également ici et de repousser ici. Donc 7 est comme 0, ça veut dire 7 il prend 0 comme ceci. Bien, on peut donc tracer notre chronogramme. Celui-ci bascule, il bascule là, il bascule comme ceci. Et là, on a vu qu'il y a la remise à 0, donc c'est totalement plat comme ceci. Au lieu qu'il monte ici, il ne monte pas parce que il va être remis à 0. Même chose ici, il vient comme ça, il part comme ça, il arrive là, il continue comme ceci. Quand il arrive ici, il tombe à 0 là et il s'arrête là. Bien, celui-ci vient comme ceci, il monte comme ceci, il part jusqu'ici et il tombe à 0 là. Donc ainsi on a fini notre... Bien, la dernière question nous demandait c'est un compteur modulo combien? C'est un compteur modulo 7, on l'a déjà dit. Donc bien, si nous vous avons aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous pousser à vous accorder beaucoup plus de notre temps. Et pour ceux qui en veulent plus, cours d'électronique, machine, installation, asservissement avec vidéo d'explication et épreuves corrigées au BTS deuxième année, inscrivez-vous sur notre plateforme infux.site, le lien est dans la description, et faites désormais partie de l'évolution par compétence. Sur ce, à très bientôt. Ça n'est